Bonjour à tous. Donc, bienvenue à notre table ronde sur l'automatisation des processus comptables au sein du corporate pour cette journée de l'innovation et de la transition numérique des directions financières. Donc, vaste sujet, l'automatisation des processus comptables. Et je suis accompagné de différents experts, donc experts comptables, éditeurs et directeurs financiers d'une fintech. Donc, tout ce beau petit monde, et moi-même, expert comptable, ce beau petit monde, on va essayer de répondre à cette question, les enjeux de l'automatisation des processus comptables. Donc, à ma droite, Gilles Bossigé, expert comptable et président de l'Ordre des experts comptables, de l'innovation de l'Ordre des experts comptables. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, je suis, comme toi, expert comptable, effectivement, commissaire aux comptes, associé au sein du cabinet Stangelin, qui est un cabinet parisien d'une 60aine de personnes. Évidemment, l'automatisation des processus comptables, c'est un sujet en interne pour nous, puisque notre métier, c'est de faire de la compta. Donc, on tend à l'automatiser autant que possible. C'est aussi un sujet chez nos clients, puisque c'est évidemment une problématique qui apparaît chez tous les clients, et y compris les TPE, PME. Et donc aujourd'hui, je suis là pour représenter l'Ordre des experts comptables de Paris, puisque j'ai la chance d'être le président du Club Innovatio. Le Club Innovatio, c'est un club qui réunit les confrères et les consoeurs d'Île-de-France qui sont, je dirais, les plus sensibles à la problématique de l'innovation sous tous ses angles, évidemment l'aspect IT, mais aussi l'aspect organisationnel. Et donc on réunit des groupes de travail de manière assez fréquente, 1 à 2 fois par mois, pour essayer de produire des idées, construire des partenariats avec les éditeurs sur toutes ces problématiques. Et donc l'automatisation, évidemment, en fait partie. Récemment, le dernier groupe qu'on a fait, c'était avec une entreprise de RPA, donc de robotisation des procédures, et qui a pu, à la suite de ça, identifier, grâce à notre travail, des procédures automatisables au sein des cabinets comptables. Et donc, ces robots sont en train d'être déployés dans pas mal de cabinets. Donc voilà les travaux qu'on accomplit au sein du Club Innovation. Et après, nous avons Benjamin Guilherme, VP professionnel service de Silae, donc un outil social et paye. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis VP Professional Services au sein de l'éditeur Silae. Donc on est une solution de paye et SIRH. Et on travaille très majoritairement avec nos partenaires qui sont des cabinets d'expertise comptable, des gestionnaires de paye, etc. Et du coup, dans ce cadre-là, nous, on est dans l'obligation aussi d'être capable d'automatiser le transfert des données pour fiabiliser aussi les données côté expert comptable, et donc de rentrer dans ce schéma dont on va discuter aujourd'hui sur l'automatisation et le transfert de l'ensemble des informations à travers toutes les solutions. Merci beaucoup. Et Jean Houlen, dirigeant de Forecast, outil de prévisionnel financier. Oui, merci Jonathan, bonjour à toutes et à tous. Donc Jean Houlen, je suis associé fondateur chez Forecast, qui, comme son nom l'indique un petit peu, est une plateforme qui permet de faire de la prévision financière. Prévision, pilotage, tableau de bord financier pour une cible d'entreprises qui sont des TPE, des PME. Donc on a une partie de nos clients qui sont des entreprises en direct, des entrepreneurs, des dirigeants qui sont de tout profil, et des experts qui accompagnent ces dirigeants, des experts là aussi dans une palette assez variée, des DAF, des experts comptables, des structures telles que des incubateurs ou encore d'autres réseaux associatifs. Et nous, notre enjeu, c'est, alors on est au bout de la chaîne de production compta finance de l'entreprise, donc on va s'appuyer sur les données notamment issus de la compta pour produire, en fait, si vous voulez, un peu passer de la donnée comptable à la donnée de gestion, donc permettre à des dirigeants de piloter leur entreprise, de leur donner de la visibilité, des outils pour prendre des meilleures décisions, en tout cas des décisions plus éclairées. Et on termine par Ferdinand Brunet, directeur financier de Memobank. Bonjour à tous, donc Ferdinand Brunet, directeur financier. J'ai commencé expert comptable, c'est-à-dire j'étais auditeur financier, puis j'ai bifurqué vers la direction financière assez vite. Je ne sais pas si bien m'en a pris, mais donc ça fait 20 ans de direction financière à peu près. Maintenant, je suis chez Memobank, ça fait 3 ans. On a réinventé la banque, c'est un sujet qui est passionnant. Et pourquoi je suis là, c'est parce qu'on a chez Memobank vraiment cette envie de tout automatiser. Donc on propose des solutions d'automatisation à nos clients. L'idée, c'est vraiment par API, qu'on puisse tout faire, que ce soit des reportings, que ce soit des alertes, des warnings, enfin un peu tout ce qu'on veut. Et sur l'automatisation comptable, c'est un sujet qui nous, en ce moment, qu'on regarde beaucoup parce qu'on est à l'origine de la donnée. Donc c'est ça qui est assez intéressant au niveau de la banque, c'est que dans la banque, on est vraiment au tout départ, on peut l'enrichir, on peut vraiment arriver à mettre quelque chose autour de la donnée, à partir de ça, construire énormément de choses. Donc c'est un sujet qui, pour nous, est très important. Alors justement, je souhaiterais que l'on
commence le débat avec toi. Pourquoi une automatisation au sein de ta structure, au sein de ta direction financière? Comment elle s'articule? Comment elle se prépare? Bon, en fait, alors, je ne sais pas si les DAF, en tout cas, vont le savoir assez vite ici, mais on est assez souvent les plus mal chaussés au sein de la direction financière. C'est-à-dire que globalement, la comptabilité, c'est un débit, un crédit. Donc, on nous explique qu'on peut se débrouiller tout seul. Il n'y a qu'à passer des écritures. Et donc, en fait, on passe les écritures, mais au bout d'un moment, on se retrouve avec soit des tonnes de fichiers Excel un peu dans tous les sens, soit on se retrouve avec des feuilles volantes, soit on se retrouve avec des erreurs. Donc, assez vite, on arrive à un moment donné, on se dit, bon, là, je suis dépassé. Option 1, je recrute, je prends quelqu'un d'autre, je prends un autre comptable, je vais essayer de muscler ma direction financière. Option 2, j'investis, et en tout cas je passe du temps sur comment est-ce que je peux faire quelque chose de mieux et plus vite. L'intérêt, c'est que assez souvent les comptables sont bons et en plus sont sympas. Et donc il y a ce côté où on a envie de garder des comptables, et si jamais on leur fait faire des choses qui sont rébarbatives, c'est-à-dire saisir des factures, saisir, j'en sais rien, des écritures vraiment généralistes un peu tous les jours, on les perd. Et donc qu'est-ce qu'on veut, c'est que le boulot soit plus intéressant pour le comptable, que ça soit plus vite, plus efficace, qu'il y ait de la valeur ajoutée qui soit donnée, et si possible, maîtriser ses coûts. Donc je pense qu'on va y revenir, mais c'est des sujets qui sont importants. Donc à partir de là, la solution, c'est OK, de l'investissement, en tout cas de l'automatisation. Comment est-ce que je fais pour automatiser? On a différentes étapes de réflexion. La première, c'est de se dire, je vais faire un Excel encore mieux, qui va plus automatisé. Mais assez vite, là, on se retrouve encore une fois limité. Et surtout, le directeur comptable, le directeur financier, je ne sais pas, le rôle a énormément évolué dans les 10-15 dernières années. Avant, on était un directeur financier, c'était plutôt un bon comptable, très honnêtement. Maintenant, un directeur financier, c'est quelqu'un qui aide à la décision tout de suite. Et on a besoin de donner la décision tout de suite sur des informations qui sont justes. Et donc, si on fait des traitements comptables en fin d'année, qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui se passe, ou si on fait des choses qui sont extrêmement manuelles et donc on n'arrive pas à avoir l'information, on se retrouve bloqué. Et on peut pas fournir, on peut pas répondre à la question qui nous est posée. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, c'est que voilà, on doit avoir des données qui doivent être fiables et beaucoup plus rapides. Et pour ça, on est obligé d'investir. Je suis tout à fait d'accord. Et effectivement, dans le cadre des audits, dans le cadre des contrôles, on se rend compte que les problématiques, elles viennent pas nécessairement en fait en restitution à la fin. On sait qu'elles viennent en amont des processus applicatifs, lors de la collecte des jeux de données. Donc je me tourne vers Benjamin sur les travaux effectivement d'automatisation, de mise en place de ces processus-là. Comment on s'assure de la qualité d'un système d'information? Ouais, je vais reprendre ce qui a été dit. Il y a une expression anglaise qui est massivement reprise quand on parle d'automatisation et de système d'information, c'est quand on dit garbage in, garbage out. Donc si je mets de la poubelle en entrée, forcément je vais avoir de la poubelle en sortie. C'est un peu l'idée. Donc du coup, la qualité de la donnée dont tu parlais, déjà c'est un point d'entrée qui est massif. Et en fait, la clé de l'automatisation, elle tient aussi, le succès de l'automatisation, elle tient aussi de là. Parce que automatiser un flux dans lequel je fais rentrer des données qui sont au mieux incorrectes, au pire incomplètes, parce que finalement, en fait, des fois, le manque d'information, c'est pire que d'avoir une fausse information. Cette automatisation, derrière, elle va servir à rien. Donc, c'est-à-dire que l'investissement qui doit être fait, ça doit être un investissement qui doit être tant technologique. Et là-dessus, je pense que par rapport à ta comparaison sur le comptable et derrière la partie investir dans la partie système, je pense que des fois, alors, on ne peut pas forcément faire les deux, mais les deux vont ensemble. C'est-à-dire que aller plus vite, automatiser, etc., c'est nécessaire. Ne serait-ce que parce qu'encore une fois, comme tu l'as très bien souligné, et je pense que les éléments même des dernières années nous obligent à dire qu'en fait maintenant la prise de décision elle doit être beaucoup plus rapide. On ne peut pas se permettre de dire attendez, parce que je dois récupérer des données dans 3 mois ou dans 3 semaines, etc. Machin. On fiabilisera ça au moment de la clôture semi-annuelle, on verra ça à ce moment-là. C'est plus possible en fait maintenant. En fait, le décisionnel prend trop de place et la rapidité dans le décisionnel prend trop de place pour se permettre en fait aujourd'hui de ne pas avoir des éléments qui soient complètement automatisés. Maintenant, automatiser et investir dans l'automatisation, ça ne sert à rien si encore une fois derrière ce que je mets dedans n'est pas qualitatif. Et c'est ça en fait la clé du succès de l'automatisation. La clé du succès de l'automatisation, c'est de se dire je vais mettre en place un tuyau ou des tuyaux entre mes systèmes pour avoir une donnée qui soit qualitative et il va falloir que j'audite ces tuyaux régulièrement pour m'assurer est-ce que j'ai bien tous les tuyaux en place, est-ce que finalement la donnée que je vais passer dans le tuyau c'est bien la bonne, etc. Mais aussi de la qualité de cette donnée-là. Et en fait, ces deux éléments ils sont indissociables. Et lorsque vous allez regarder l'automatisation et lorsque vous parlez de solutions, quelles que soient les informations que vous allez recevoir au moment de vos données et l'utilisation que vous allez en faire derrière,
il y a plusieurs éléments à vérifier. Il y a bien évidemment, encore une fois, je reparle de ces tuyaux. Vérifier s'ils sont bien sécurisés, vérifier les systèmes avec lesquels ils sont connectés, etc. Et la donnée. Est-ce que la donnée que je récupère, elle est qualitative? Est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle vient d'un système qui lui-même est audité? C'est-à-dire qu'il ne faut pas auditer que l'interface, il faut auditer l'automatisation, il faut auditer le système source, il faut auditer la donnée. Je prends côté Silay, nous sur la paye, on travaille, donc, comme je le disais, avec très majoritairement des experts comptables. On va venir il faut que la donnée que l'on donne au niveau de la paye et que l'on transfère ensuite aux experts comptables pour qu'ils puissent faire derrière leur travail, il faut que la donnée elle soit bonne. Si on donne une donnée très rapidement, ils vont peut-être pouvoir anticiper sur leurs travaux, mais le problème c'est que si la donnée n'est pas bonne, alors leur travail va être gâché et ils vont passer plus de temps encore derrière à corriger. Et donc l'automatisation finalement n'aura apporté aucune valeur ajoutée, voire pire, elle aura même derrière une valeur négative. Donc, sur cette partie-là, il faut vraiment avoir, je pense, cette notion, encore une fois, d'audit sur le service en tant que tel, mais encore plus important sur la qualité de la donnée. D'ailleurs, je voulais préciser, effectivement, comme tu dis, sur l'articulation de cette mise en place, on a différents audits, des audits de jeux de données, donc en entrée, avant même d'être intégré dans les outils, des audits des algorithmes pour la partie traitement, et des audits de projet, tout simplement par rapport à la gestion du projet qui est en train d'être réalisé. Et ça se vérifie notamment dès qu'il y a des opérations qui sont faites. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez faire des opérations, vous allez très vite vous rendre compte, à un moment donné, si votre donnée est bonne ou pas. Et dans ces cas-là, il ne faut pas le corriger en sortie. Il faut essayer de comprendre en amont où c'est passé. Parce que sinon, encore une fois, le prochain cycle automatisé ne servira à rien. Parce que ce que je corrige en sortie, c'est comme si on disait, je reprends l'exemple du fichier Excel, si je viens mettre une formule de calcul dans mon fichier Excel et que j'arrive pas à mon résultat, mais que je viens modifier le résultat manuellement dans ma cellule, en fait, ça ne sert à rien. Donc, il faut vraiment apporter ces audits de jeux de données. Et en fait, ces audits de jeux de données, ils se voient dans le résultat. C'est dans le résultat que je vais voir, au moment donné, est-ce que j'ai utilisé une donnée qui est correcte? Est-ce que j'ai utilisé une donnée qui est complète? Et surtout, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai utilisé la bonne donnée? Quelle est la donnée que je veux utiliser dans toutes les informations? Parce que finalement, aujourd'hui, des informations, on en a plein, on en a des tonnes. Mais la question, c'est quelle est l'information que je veux utiliser? Tout à fait. Du coup, c'est bien les enjeux des commissaires aux comptes actuellement, de travailler sur la vision complète de ces processus et pas uniquement en restitution comme ils ont anciennement fait. Même si aujourd'hui, ils ont des outils d'intelligence artificielle pour identifier plus facilement justement les écarts, et ça leur permet de travailler ensuite sur les processus amont et dans la partie traitement pour pouvoir auditer jeux de données et algorithmes. Exactement. Très bien, donc ma question maintenant, c'est, on parle automatisation, on parle outils logiciels, donc toutes les directions financières et les cabinets d'expertise comptable en sont dotés et connaissent très bien ces sujets, mais la place d'Excel dans tout ça. Amis et demi à l'automatisation. Donc Jean, est-ce que tu as un avis à ce sujet? Oui, alors c'est vrai que Excel, comme pour beaucoup d'éditeurs, je pense, est encore l'un de nos principaux concurrents historiques. Il y a des habitudes assez ancrées, on sent chez les professionnels du chiffre, et pas que chez les professionnels d'ailleurs. Je ne sais pas si vous savez qu'en ce moment même se tient le championnat du monde d'Excel. Ah bon, c'est pas une blague, c'est vrai. Excel a encore une longue vie devant lui. Il concurrence même cette journée alors. Ça doit être passionnant, c'est une vraie concurrence pour le DAFD. Ouais. Ah oui. Ça doit être vraiment passionnant à regarder. Cela dit, parenthèse fermée, il y a des habitudes qui sont très ancrées. C'est le fruit de longues années d'expérience, des habitudes qui sont prises et qui sont dans quand on est expert, qu'on utilise Excel depuis de nombreuses années, on est dans une sorte de zone de confort de laquelle on n'a pas tellement envie de sortir parce qu'on a un sentiment de maîtrise sur la donnée, sur la chaîne de production, de traitement de la donnée. On se dit que dans le pire des cas, s'il y a un doute sur la donnée définitive, on pourra toujours appliquer un retraitement manuel en dernière minute. Ça donne un sentiment de sécurité. Après, on peut aussi atteindre la limite technique d'Excel. Tu en parlais tout à l'heure, Ferdinand. On a des clients chez Forecast qui viennent nous voir. Profil DAF, ça fait 20 ans que je fais de l'Excel. Je n'avais pas l'intention de changer. Pourtant, j'en arrive aux limites techniques de mon modèle Excel que j'ai construit. Donc, on est sur le domaine du prévisionnel financier, donc on peut vite atteindre des volumétries de fichiers
colossal, j'ai 50 onglets, j'ai un doute même sur le fait que mes formules sont bonnes. Bref, je ne peux plus me permettre de produire à mon client des informations avec un risque opérationnel, un risque d'erreur, et finalement à passer plus de temps à contrôler mon Excel qu'à travailler sur de l'analyse de chiffres avec mon client. L'autre problème que ça pose, c'est la traçabilité. Difficile d'avoir un versionning des fichiers, surtout quand on est plusieurs à travailler sur les mêmes documents. La transparence vis-à-vis du client. On est tous, vous comme nous, clients d'applications, de services où on a la main sur nos données, on sait en temps réel à combien est notre solde bancaire, maintenant la même chose sur les données comptables. Et donc pour un expert qui accompagne un client TPE, PME, lui dire voilà, cette partie des données, je ne peux pas te les montrer parce que, sous-entendu, c'est dans mon petit Excel que je ne peux pas tout partager, ça devient de plus en plus compliqué à entendre. Et dit dans l'autre sens, pour des experts qui accompagnent et qui offrent cette visibilité, cette transparence de bout en bout de la chaîne à leurs clients avec des éléments visuels interactifs, ça devient un avantage compétitif finalement par rapport à d'autres qui ne le font pas. Alors, nous, en tant qu'éditeurs, même avec nos principes fondamentaux de surtout ne pas faire d'Excel, on en est amené, voilà, le marché étant ce qu'il est, on développe quand même des petits add-ins d'import ou export Excel pour répondre à des besoins qui sont là. On ne va pas faire la révolution non plus immédiatement. Mais voilà, on le fait en sachant très bien que ce sont des freins, malgré tout, à l'adoption complète de ces solutions de marché telles qu'on les propose. Et après, pourquoi on en est là aujourd'hui ? Je suis convaincu à titre personnel qu'il y a encore un manque de confiance dans un niveau de confiance qui est encore insuffisant dans la qualité de la donnée et dans la traçabilité et le bon fonctionnement des processus automatisés chez les professionnels du chiffre. Donc le véritable enjeu, il est là, il est d'élever ce niveau de confiance en travaillant sur la donnée source, on l'a dit, sur les processus, par des programmes d'audit à chaque étape du parcours, pour vraiment redonner cette confiance dans la donnée qui sort, parce qu'en tant que professionnel du chiffre, on ne peut pas avoir le moindre doute sur la qualité de ce qui sort du système et qu'on va présenter au client, parce que derrière, c'est des décisions de gestion, des décisions stratégiques qui sont potentiellement prises. Alors ça va sûrement demander un petit peu de temps. Alors ça fait déjà pas mal d'années qu'on en parle, du changement, de la transformation numérique dans les professions du chiffre. Ça va demander de la formation, ça va demander de la conduite du changement, de la persévérance. Voilà, il y a quand même un formidable enjeu au bout, qui est d'arriver à dégager du temps, dégager des ressources pour accompagner les clients sur autre chose que de la donnée. Finalement, l'enjeu, c'est quoi ? C'est les décisions de gestion qu'on va pouvoir prendre sur la base de ces informations. Et peut-être juste pour faire une analogie rapide, si on parle pas mal en ce moment de la voiture autonome, je pense que beaucoup d'entre nous, jamais de la vie, on serait à l'aise à lâcher le volant sur autoroute à 130 km/h. Dans l'aviation, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont passés en pilotage automatique sur 90% du vol. Et probablement que nous, dans quelques dizaines d'années, ça nous semblera fou finalement d'avoir dû tenir le volant pendant 6 heures pour traverser la France. Ça sera tellement automatique qu'on n'y penserait même plus. Alors, je pense qu'on peut faire cette analogie dans quelques années. On espère que ce sera moins long que la voiture autonome, mais dans quelques années, finalement, on ne pensera plus à toutes ces questions d'aller triturer la donnée dans le programme de traitement. On aura une confiance grâce à tout ce qui aura été mis en place et toutes les contributions des acteurs autour de la table. Je suis complètement d'accord. Et il y a un truc qui fait que les gens passent assez souvent de Excel à un vrai logiciel, c'est le jour où il y a une personne qui part en retraite et qui utilise le fichier Excel, ou qui démissionne, ou qui part, et qu'on se retrouve avec un fichier Excel incompréhensible. On essaye d'aller appeler des experts pour pouvoir essayer de trouver une solution. Et la plupart du temps, après, on fait « Ok, c'est bon, je passe sur autre chose. » Ou alors, on développe un autre fichier Excel, incompréhensible. Et après, 15 ans après, on se repose la même question, effectivement. Mais pour témoigner par rapport à ce que je vois dans mon cabinet, c'est vrai que quand je demande à mes collaborateurs qui sont plutôt jeunes, donc ils ne sont pas encore partis à la retraite, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas le logiciel machin truc qui était encore sur ton Excel ? La réponse, c'est parce que quand j'utilise le logiciel machin truc, je ne sais pas expliquer le résultat. D'accord ? Et en fait, finalement, Excel, ça leur permet de voir le tuyau encore. Ça leur donne confiance, c'est exactement ce que tu disais. Et je te remercie parce que tu m'as donné un éclairage sur la gestion de mon cabinet. Merci beaucoup. Et alors moi, j'ai une question personnelle là-dessus. Je me dis, effectivement, on a plein de nouveaux outils, mais on a quand même cette compatibilité avec Excel. Et je vois les collaborateurs qui travaillent, les comptables par exemple, très vite, ils vont travailler sous Excel parce qu'ils ne vont pas forcément maîtriser l'outil. Est-ce que c'est un problème de formation ? Est-ce que c'est un problème autre ? Il y a un sujet de formation, à l'évidence, de la part des éditeurs qui doivent faire en sorte d'accompagner leurs clients du
le début à la fin. Ouais. Ouais. Alors, pour moi, il y a plusieurs sujets. Je suis entièrement d'accord. Il y a le sujet de la formation qui est propre aux éditeurs, effectivement, où c'est un pan important aujourd'hui au niveau des éditeurs, parce que quand vous allez dire, bah voilà, on vous sort un nouvel outil, ça va demander donc aux collaborateurs, donc on va vous faire un petit programme de formation, donc c'est 2 fois 3 jours. En termes d'investissement, on en parlait tout à l'heure, dans l'équipe ou autre, en fait, déjà, c'est un investissement lourd. Ça, c'est la première chose, en termes de temps ou autre. La deuxième chose aussi, c'est que je pense que côté éditeur, il y a un point important, c'est que des fois aussi, on veut faire une solution qui soit très, très, très complète. Mais très, très, très complète, des fois, ça veut dire aussi rajouter de la complexité là où il n'en faudrait pas. Et il y a des personnes, des fois, qui vont dire, mais en fait, moi, à la base, je voulais juste faire telle opération. Ah oui, alors on va le faire, vous inquiétez pas. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça, ça, ça et ça. Et là, les gens font, oui, d'accord. Mais du coup, sur ma première opération, là, parce que moi, et en fait, la complexité, l'investissement en temps, etc. derrière, et puis, comme on l'a dit, on est sur des éléments où il faut des décisionnels rapidement, où il faut investir et tout. Oui, c'est un frein. Effectivement, on reste, nous aussi, en tant qu'éditeurs, à participer, j'allais dire, à la survie de notre principal concurrent. Tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a des clients qui nous disent « Moi, en fait, je voudrais que vous me sortiez... Moi, j'ai juste besoin d'un export en fait, au format Excel. Comme ça, après, je le gère. » Vous savez que vous pouvez le gérer aussi. Oui, mais en fait, le fait qu'à chaque fois qu'on... En fait, c'est un cercle vicieux parce que si on n'a pas la fonctionnalité de fournir un export, en fait, on dit en fait, votre solution ne nous intéresse pas parce que derrière, moi, j'ai besoin de l'export pour gérer. OK. Et d'un autre côté, en le faisant, on les maintient sur justement leur modèle Excel, de dire oui, mais parce qu'en fait, moi, derrière, je reprends ça et du coup, pour moi, c'est plus pratique. En fait, c'est pas plus pratique, c'est une habitude que vous avez. Mais aujourd'hui, on pourra faire sans. Je suis tout à fait d'accord. Juste pour l'anecdote, mais hyper rapide, on est passé de Excel à Google Sheet. Donc ça peut paraître... Le temps du changement déjà là-dessus, à mon avis, est énorme. Non, attendez, j'ai des gens, et moi j'avoue aussi, j'ai failli rendre mon... C'était un Mac. J'ai failli rendre mon Mac en disant, vous me donnez un Windows, vous me donnez un Excel, un truc où je suis utile, quoi. Parce que, et c'est vrai que la profession financière, déjà quand on leur dit tu passes de Excel à Google Sheet, ce qui est quand même pas une révolution, c'est vraiment un frein au changement. Et il y a une peur. Et ensuite, passer sur un autre logiciel où on comprend encore moins comment ça se passe à l'intérieur, ça peut faire peur. C'est vrai qu'il ne faut pas minimiser ça, même sur des éléments très, très simples. Là, on parle même de Google Sheet, mais moi, je le vois même sur des collaborateurs, encore une fois, sans parler d'âge, sans parler d'âge, de la retraite à 64 ans et tout, mais le simple fait même de passer sur Office 365, d'avoir une version sur navigateur, déjà, les gens sont perdus. Et ça leur prend du temps. Et en fait, le fait de se dire, en fait, avant, c'était dans tel onglet, même un changement de version, des fois, avant, c'était dans tel onglet, voilà, j'y arrive pas, ça me saoule. Et en fait, ça, c'est très mauvais en tant qu'éditeur. Arriver à ça, c'est très mauvais. Non, bien sûr. Et du coup, Gilles, toi qui es au Club Innovation de l'Ordre des experts comptables, quelles sont les actions que propose l'Ordre des experts comptables pour aider et accompagner à l'automatisation ? Alors, au niveau de l'Ordre des experts comptables, déjà, si on parle un petit peu chiffres, il y a 21 000 experts comptables en France. Évidemment, quand tu es expert comptable, tu as l'obligation d'être membre de l'Ordre. C'est comme ça, tu ne peux pas être comptable libéral sans être inscrit à l'Ordre. Et donc, ça donne à l'Ordre des experts comptables une certaine puissance financière, en tout cas une capacité de mutualisation des ressources des experts comptables qui est assez significative. L'automatisation, globalement, on a identifié 2 prismes d'analyse sur l'impact que ça aurait sur les cabinets, sur la profession. Le premier, il est très IT. C'est une question d'outils. Voilà. Alors, il y a des initiatives qui ont été lancées par l'Ordre des experts comptables. Je peux vous citer très rapidement Inest. Je me demande d'ailleurs si Forecast n'avait pas été... Voilà, donc Forecast est un bébé Inest. Inest est un accélérateur qui propose aux jeunes startups qui ont des outils qui sont innovants, on va dire, d'être accélérés par l'Ordre des experts comptables. Donc, l'Ordre des experts comptables devient associé de ces startups et leur apporte un accompagnement pour les aider à adapter leurs outils aux besoins concrets des entreprises, des cabinets. Voilà. Donc, je crois qu'on est à notre 5e promotion, on doit être à une vingtaine de participations avec des belles réussites, d'ailleurs. Ton Forecast, je ne sais plus si on est encore associé chez vous, mais en tout cas, c'est une des réussites d'Inest. Mais ça se limite à ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Ordre des experts comptables, on a, je pense, abandonné l'idée de l'indépendance numérique qui avait été un peu un fantasme il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, de se dire les experts comptables vont faire leurs propres logiciels, leurs propres outils.
Et aujourd'hui, globalement, tout le monde a conscience que les enjeux financiers sont tellement énormes. Il suffit de regarder les levées de fonds qu'il y a dans la fintech, c'est indécent, j'ose même pas regarder Silae tellement c'est énorme. C'est des chiffres absolument colossaux, où là, même les 21 000 experts comptables en mutualisant n'ont pas les moyens d'être compétitifs et d'assurer leur propre indépendance numérique. Donc on est plus dans des logiques de co-construction, comme c'est le cas avec Inest, de co-construction. Alors, ceci dit, l'un des gros projets sur le plan IT que l'Ordre des experts comptables est en train de mener est finalement une copie de ce qui a été fait il y a 20-30 ans, où l'Ordre des experts comptables a créé un portail qui s'appelle Je déclare. Ça vous parle peut-être pas. Je déclare, c'est une passerelle entre les logiciels comptables et l'administration fiscale pour faire transiter toutes les déclarations fiscales. TVA, l'IAS fiscal, etc. Et donc, à l'époque, l'Ordre des experts comptables a créé cette plateforme, qui est en fait une passerelle en back-office. Concrètement, tu restes devant ton logiciel comptable, quel que soit l'éditeur, et toutes les liasses fiscales transitent vers cette passerelle. Tous les éditeurs ont été partenaires et sont partenaires de cette passerelle, et c'est une très belle réussite technologique, une belle réussite financière aussi pour l'ordre, il faut le dire, et ça a permis de mutualiser finalement un investissement back-office qui n'avait pas forcément de valeur ajoutée pour les cabinets et pour les éditeurs, et surtout de centraliser les 3-4 millions de liasses fiscales qui sont faites par les experts comptables au sein d'une plateforme. Première demande de nos clients. C'est vraiment le succès que c'était. Tous nos clients sont arrivés en disant est-ce que vous êtes compatible, je déclare, est-ce que je peux faire, je déclare. C'est la première chose qu'on a faite du coup, mais ça marche vraiment super bien. Exactement. D'ailleurs, on s'est même fait taper, on a un tel monopole qu'on s'est fait taper par l'Union européenne sur le sujet, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un énorme confort de pouvoir passer par je déclare. Et donc, aujourd'hui, on a l'idée de se dire on peut peut-être faire la même chose en faisant une PDP commune. Donc la PDP, c'est lié à la facturation électronique. Je pense que vous connaissez à peu près le sujet. Et bien pareil, l'idée, c'est de se dire la PDP, finalement, c'est un truc back-office qui permet de transiter du logiciel de facturation à la PPF. Est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser cet investissement et permettre à tous les éditeurs de se connecter, de se brancher à notre PDP. L'intérêt étant que si toutes les factures électroniques de toutes les TPE, PME qui ont un expert comptable passent par le même tuyau, on va avoir une donnée extrêmement importante et on va avoir potentiellement quelque chose, une vraie valeur à apporter grâce à cette PDP. Donc ça, c'est un peu le projet de demain sur le plan IT. Le deuxième axe que l'Ordre des experts comptables a identifié comme étant juste fondamental pour l'avenir de la profession, c'est la formation. Concrètement, les cabinets comptables aujourd'hui, c'est 120 000 collaborateurs qui sont employés dans les cabinets, qui sont très majoritairement des comptables, des gestionnaires de paye, des juristes de manière un peu plus marginale et parfois des profils plus marginaux, mais enfin principalement comptables, gestionnaires de paye. Et le problématique, c'est qu'aujourd'hui, ces 120 000 collaborateurs, leur rôle, c'est d'être le tuyau entre la donnée pas très propre de la TPE qui te balance ses papiers et le logiciel comptable. Si ce tuyau disparaît au profit de l'automatisation, que vont faire nos collaborateurs? Et je vais le dire de manière un peu plus égoïste, qu'est-ce que nous, on va vendre? D'accord ? Si on ne peut plus vendre du temps collaborateur. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait deux solutions. La première solution, c'était on virait les 120 000 parce qu'ils ne servaient plus à rien et on en réembauchait 120 000. Je pense qu'on a tous les mêmes problèmes de recrutement aujourd'hui, donc ce n'est pas envisageable. Ou alors, on essaye de tous les accompagner vers le nouveau métier, le métier de demain. Et donc, la profession s'est mise à fond dans ce sujet, qui est la formation des collaborateurs et des experts comptables, parce qu'il y a aussi un peu de boulot au niveau des experts comptables, vers le métier de demain. Alors, on est convaincu que les experts comptables ont un vrai rôle à jouer dans l'accompagnement des entreprises, dans la mise en place de ces outils d'automatisation, parce que aujourd'hui, vous avez beaucoup de TPE, PME qui n'ont pas forcément de direction financière très enrichie, très musclée. Donc, il y a des vraies missions à chercher, puis il y a aussi de l'aide à la décision et donc l'utilisation des résultats que donnent ces outils. Et donc, il y a un grand projet qui a été lancé en partenariat avec France Compétences et la Caisse des dépôts et des consignations qui s'appelle Definum. Plusieurs professions ont pu en bénéficier, mais notamment l'Ordre des experts comptables. On a investi, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais à peu près 4 millions d'euros pour construire un cursus de formation qui s'appelle Profession comptable 2030. Et c'est comment, dans les 6 prochaines années, on va faire basculer tous les cabinets, les 120 000 collaborateurs, les 20 000 experts comptables vers le métier de demain. Et alors, il y a donc tous des cursus de formation qui sont délivrés maintenant dans toutes les régions de France auprès des cabinets. Alors après, c'est toujours pareil, celui qui ne veut pas, il ne fait pas, ça c'est clair. Enfin, globalement, il y a quand même une sensibilisation au sujet qui est assez forte. Et on est assez fiers de ce projet parce que non seulement on a été soutenu par l'État pour le faire, mais en plus on a construit ça sur la base avec une entreprise qui s'appelle Didask, qui a construit une des premières intelligences artificielles en matière de formation. C'est-à-dire que tous les cursus
tous les supports sont construits avec une intelligence artificielle qui est basée sur l'intelligence dite cognitive. Je vous avoue, je comprends à moitié ce que c'est, mais ce qu'on m'a dit, c'est que c'était super, et que du coup, les collaborateurs accrochaient vachement, parce qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est, mettre 20 collaborateurs pendant 10 jours dans une salle, ils sont tous sur leur portable, sur leur mail, leur machin, enfin, c'est hyper compliqué de faire de la formation aujourd'hui. Et ben, avec ce cursus didasque basé sur l'intelligence cognitive, on arrive à les stimuler, à les inciter, et on a un taux d'acquis qui est beaucoup, beaucoup plus important à l'issue des cursus que sur les formations traditionnelles. Donc ça, c'est vraiment le gros projet. On appuie à fond sur la formation. Encore une fois, notre idée, c'est de dire l'expert comptable de hier, c'est celui qui produisait de la donnée. Celui de demain, c'est celui qui l'exploite et qui aide les entreprises à garantir, à certifier et à exploiter la donnée qui sera en sortie. Merci beaucoup. Effectivement, il y a pas mal d'actions du coup, qui sont en place. Alors, on comprend bien l'intérêt de l'automatisation des processus comptables. Maintenant, comment on lance un tel projet ? On sait qu'on ne va pas partir sur « allez, on automatise tous les processus ». Donc forcément, on va urbaniser, on va identifier les processus qui nécessitent en fait, automatisation parce que processus à faible valeur ajoutée, parce que processus à risque, parce que beaucoup d'opérations manuelles telles qu'Excel, entre autres. Est-ce qu'on peut partir sur un projet normatif qui est un peu le propre des directions financières et de l'expertise comptable, et de là, faire mutualiser pour pouvoir automatiser le processus? Est-ce que c'est plus ça la stratégie? Alors, tu parles au niveau des cabinets comptables ou au niveau des entreprises? Au niveau des entreprises et de l'apport des experts comptables pour ces entreprises. Alors, en fait, il faut avoir conscience que les experts comptables accompagnent à 90% des TPE, PME qui n'ont pas de direction financière. Souvent, on est chez les clients parce qu'ils n'ont pas de direction financière propre. Donc, il faut quand même arriver à une certaine normalisation. Tu vois, on ne peut pas faire du sur-mesure chez toutes les TPE, PME, ce seraient des coûts qui ne seraient pas supportables pour eux. Quand on avait fait le projet RPA au niveau de l'ordre des experts comptables, en fait, on avait identifié à la base une 50aine de projets, c'est-à-dire 50 process qui pouvaient être automatisés. Voilà, au sein des cabinets. On s'est dit le cabinet moyen à Paris, c'est 10-15 collaborateurs, hein, c'est plutôt des petits cabinets à Paris. On en a éliminé de suite 30 en se disant « Ok, on peut le faire ». Ils vont avoir des gains de productivité, mais l'investissement est tellement important que quand tu calcules bêtement ton ROI, tu n'y es pas. D'accord ? Et donc, on s'est limité sur des processus qui étaient le plus standard possible, qui pouvaient concerner le plus de cabinets possible. Et je pense que c'est la même démarche qu'il faut avoir aujourd'hui avec les TPE en tant qu'expert comptable. D'accord. Si je peux rajouter un élément là-dessus. Un des points qui sera un des enjeux, qui va être aussi un point de départ non négligeable pour toute cette transformation, c'est aussi le législatif, c'est aussi le légal. Et ça va jouer sur l'harmonisation aussi. Puisqu'en fait, sur toutes les évolutions légales qu'on va avoir, à un moment donné, tout à l'heure, on rigolait en disant chaque cabinet ou chaque expert a son propre modèle Excel ou source. En fait, à partir du moment où tout est normalisé, où tout est normé, là aussi, ça va permettre, côté éditeur, d'avoir quelque chose de plus rapide à mettre en place, de plus fiable, etc. Côté expert comptable, d'avoir quelque chose qui sera harmonisé pour l'ensemble des clients TPE, PME. Et pour l'ensemble des entreprises, de toute manière, après, derrière, ça ouvre quelque chose qui va être complètement normé, où il y aura moins de questions à se poser, où ce sera beaucoup plus rassurant, en fait, de se dire je veux avoir quelque chose. En fait, je ne me pose pas la question. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a un CERFA, mais en fait, on n'est pas loin de ça. Et en fait, cette évolution légale, elle doit apporter ça aussi. Elle doit apporter elle doit insuffler ce changement. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les directions financières, il y a toujours une sorte de culpabilité à investir. Il y a ce côté, oh là là, c'est pour les autres, on peut mettre du budget, mais mettre du budget pour soi, c'est un peu compliqué. Donc trouver un projet qui va faire qu'on va investir dans l'automatisation comptable, faut être armé, ou il faut se convaincre soi-même, ou faut vraiment ou sinon il faut qu'il y ait un PET, hein, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on n'arrive pas à sortir ses comptes, et à ce moment-là, c'est sûr qu'on va investir. Parce que l'autre truc, c'est vrai qu'il y a une porte en ce moment qui est, dont tout le monde parle, hein, qui est vraiment la facture électronique, la facturation électronique. Et donc, on sait que tout le monde va devoir investir sur la facturation électronique. Même le CEO le sait, donc on sait que tout le monde le sait. Et donc, si tout le monde le sait, c'est un moyen ou un biais d'avoir du budget pour pouvoir aussi revoir, refondre et repenser vraiment toute la partie automatisation. C'est légitimer en fait l'investissement dont tu parlais au début, l'investissement sur cette fonction. Parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi qu'il y ait un ROI. Quand on parle d'investissement, le premier élément décisionnel qui sort derrière, c'est moi je veux bien investir, mais en fait, c'est quoi le ROI derrière? En fait, là, il n'y a pas une question de ROI, il y a une question d'obligation.
Et ça, en fait, ça peut permettre d'investir dessus. Et je pense que ce qui peut être intéressant, par contre, pour les directions financières et pour les experts comptables ou autres, c'est de se dire, bah là, je vais devoir investir un minimum parce qu'il va falloir que je colle un réglementaire. Et du coup, j'ai aussi cette opportunité-là de me dire, et je peux même investir un petit peu plus pour derrière encore plus enrichir mon système. Et c'est ça finalement aussi qui va faire la différence. C'est de me dire, j'ai une porte d'entrée par le législatif et en plus, je vais en profiter pour optimiser. Et ça, ça permet de justifier, d'un point de vue décisionnel, l'investissement dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait d'accord. Effectivement, on profite généralement des normes et des législations côté direction financière pour faire les évolutions. Et finalement, la facturation électronique aujourd'hui est cette opportunité, puisqu'en plus, on a eu le report. Donc, on a un petit moment pour pouvoir développer, mutualiser justement nos processus pour pouvoir aller vers l'automatisation. Très bien. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion, chacun ? Ouais, peut-être. C'est vrai que quand on parle de réglementaire, on a l'impression d'une évolution qui va être subie. Mais en fait, il faut le voir vraiment comme une opportunité. Parce que l'automatisation, enfin, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'arriver à quelque chose. Et le quelque chose, c'est de pouvoir, en tant que professionnel de l'accompagnement, du chiffre, accompagner ses clients, encore une fois, sur autre chose que de la saisie de données. Si on pense au considérable besoin des TPE, PME en matière d'accompagnement financier, sur plein de sujets. La table ronde précédente, c'était les besoins, l'aide au financement. Je ne sais plus qui l'évoquait, mais il y a besoin d'un accompagnement au financement dans les TPE, PME pour les aider à bien présenter leurs projets à la banque. Et ça, ce sont les DAF, ce sont les experts comptables qui ont un rôle clé à jouer dans ce domaine. Donc voilà, si demain on veut pouvoir dégager suffisamment de temps et de ressources pour pouvoir proposer cet accompagnement, mais qui est finalement un accompagnement humain et plus que technique, ça passe par effectivement l'automatisation et le gain de temps et le gain en amont. Pour moi, le point important aussi dans cette automatisation, je reviens dessus, c'est un peu mon cheval de bataille, mais en fait c'est la question qu'il faut se répéter plusieurs fois, c'est pourquoi. En fait, pourquoi j'ai besoin d'automatiser ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, je ne suis pas assez efficace, ou j'ai des erreurs, ou j'ai des éléments. Okay. Et pourquoi, du coup, pourquoi je vais prendre ce système ? Et pourquoi je vais prendre cette donnée ? Et pourquoi je vais investir dessus ? Et pourquoi je vais choisir cet outil-là ? Ou pourquoi je choisis ce modèle d'automatisation ? L'automatisation, c'est un bien gros mot, mais derrière, d'un point de vue technique, il peut y avoir plein de façons de le faire. La question, c'est pourquoi ? Qu'est-ce que je veux faire de cette automatisation ? Et en fait, en répondant à cette question, vous allez dire, mais en fait, moi, aujourd'hui, pourquoi je veux automatiser ? Parce qu'il y a justement cette facturation électronique qui arrive et donc, du coup, moi, je veux y répondre. C'est la raison, c'est mon objectif, je veux y répondre. Très bien, en fonction de ça, je vais aller chercher telle information dans tel système avec telle fiabilité. Mais si je veux élargir ça, on va dire, et du coup, pourquoi j'en profiterais pas pour finalement aussi élargir sur d'autres sujets ? Et du coup, peut-être que la donnée que j'allais prendre au début, peut-être que je vais en prendre une autre, peut-être que je vais en prendre une autre complémentaire, etc. Ou peut-être que je vais m'équiper différemment. Et la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, je pense en tant qu'expert comptable ou en tant que direction administrative d'entreprise, c'est aussi, est-ce que je veux subir, entre guillemets, un petit peu ce changement, c'est-à-dire ce que tu expliquais très bien au début, c'est-à-dire dire, je me rends compte que j'ai des erreurs, donc je suis obligé de me lancer dans cette partie-là, dans ce chantier-là, ou il y a une loi qui arrive, donc je subis cette loi et je suis obligé d'évoluer là-dessus. Ou est-ce qu'en fait, je me dis que je veux surtout être en amont pour optimiser mon entreprise, quel que soit en fait ce qui va se passer derrière. C'est un peu comme changer de banque. Je prêche pour ma paroisse, mais c'est jamais le bon moment. Automatiser, c'est jamais le bon moment. Changer de banque, finalement, ça marche. Et puis le jour où il y a un mec qui n'est pas là, et qu'on a besoin tout de suite, le jour où on a quelque chose qui pète vraiment, c'est-à-dire on ne peut pas sortir ses comptes, où il y a quelqu'un qui est parti et qui est parti d'un coup, et du coup on se retrouve piégé avec un fichier Excel. C'est dans ces moments-là on se dit mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, et pourquoi, ou quand le CEO arrive en disant on rachète la boîte ou celle-là ou pas, il y a une opportunité, c'est vraiment important, j'ai besoin d'une décision tout de suite, et qu'on est incapable de sortir des comptes, c'est à ce moment-là on se dit mais j'aurais dû le faire, quoi. Exactement, pour rebondir à ce que tu dis, Ferdinand. Pour moi, l'automatisation, ce n'est pas la suppression de postes, parce qu'on parle d'automatisation, ça pourrait l'être. Pas du tout, en tout cas pas dans les directions financières. C'est vraiment qualité de la donnée et sécurisation des processus. Et transformation des postes, effectivement. Et derrière, ça amène à du décisionnel, data visualisation, BI, etc. Par rapport à ce que tu dis, pour toi en tant que directeur financier, notamment prendre des décisions rapidement avec le dirigeant. En fait. Mon petit mot de conclusion, je vais aussi prêcher pour ma paroisse. Parce qu'on a parlé beaucoup d'outils, on a même parlé d'Excel pendant 10 minutes. Donc on a parlé très tech, mais pour la mise en place de tous ces projets dans vos entreprises, vous allez avoir besoin d'être accompagné.
Et je sais, l'expert comptable, c'est pas l'intervenant le plus évident qui vous saute aux yeux, surtout si vous avez eu une expérience avec un expert comptable il y a 15-20 ans, vous dites c'est pas forcément lui qui va m'aider. Je vous assure qu'on a changé. On a beaucoup investi. On a changé de costume aussi. Il y a toute une nouvelle génération d'experts comptables dont Jonathan fait évidemment partie, qui est hyper sensibilisée à ces sujets et qui franchement est hyper compétente sur ces sujets. J'ai croisé à l'entrée de la salle une jeune fille qui travaille dans une boîte de conseil, qui a travaillé dans un cabinet il y a 5-6 ans et qui m'a dit mais plus jamais de ma vie, plus jamais de ma vie. J'irai la voir après. J'espère qu'elle a changé d'avis parce que c'était ma mission aujourd'hui. Parfait. Merci beaucoup, merci à tous.